Bonjour à tous. Merci à l'organisation pour l'invitation. Il me fait plaisir d'être ici. Je m'appelle Jean-François Desricoux. Je suis associé chez KPMG en protection des renseignements personnels et gestion des risques technologiques. Aujourd'hui, on a un horaire, somme toute, chargé à l'intérieur des 30 prochaines minutes. Notre objectif est d'exposer pour le bénéfice des conseillers en ressources humaines l'incidence ou les impacts de la loi modernisant des dispositions en matière de protection des renseignements personnels qui a été adoptée en septembre dernier et dont l'entrée en vigueur suit une séquence qui se décline sur 3 ans. Alors, il y a des blocs d'obligations et de nouvelles exigences qui rentrent en vigueur en septembre 2022. Un autre bloc d'obligations et d'exigences qui rentre en vigueur en septembre 2023 et finalement des obligations relatives à une notion qui s'appelle la portabilité des données qui entrera en vigueur en septembre 2024. C'est important de noter parce que certains d'entre vous évoluent dans des organisations qui ont des activités d'un océan à l'autre, qu'au Canada, la protection des renseignements personnels, c'est une juridiction qui est partagée. Il y a, depuis le tournant des années 2000, une loi d'application, une loi fédérale qui s'applique au domaine privé, à laquelle on réfère habituellement sous son acronyme anglophone de PIPEDA, qui s'applique dans toutes les provinces canadiennes, sauf celles qui ont adopté leur propre loi en matière de protection des renseignements personnels. Ces provinces-là sont le Québec, l'Alberta et la Colombie-Britannique. Alors, au Québec, c'est la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé qui trouve application en regard des organismes et entreprises qui ne sont pas des organismes publics. Et il y a par ailleurs la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la protection des renseignements personnels qui s'applique donc aux organismes publics et aux entreprises et personnes morales de l'État. La loi auquel on fait référence, modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels, on va l'appeler aujourd'hui la loi 64. Certains l'appellent encore le projet de loi 64. Et quand vous entendez le terme 64 après projet de loi ou loi, c'est bien à cette loi qui entraîne donc l'introduction de nouvelles dispositions dans les lois relatives à la protection des renseignements personnels au Québec. Sachez que lors du déclenchement des élections et donc de la dissolution du Parlement canadien en août dernier, il y avait un projet de loi pour réviser la protection des renseignements personnels au niveau, au niveau fédéral, pardon, qui est mort au feuilleton. On anticipe donc que le gouvernement canadien redépose un projet de loi pour réintroduire de nouvelles dispositions en protection des renseignements personnels. Sachez qu'au Québec, les organisations qui sont du domaine des télécommunications, du domaine bancaire, du domaine de transport extra-provincial ou aéronautique sont également assujettis, c'est-à-dire sont assujettis à la fois dans certains regards à la loi québécoise et également à la loi fédérale. Alors, il y a comme un patchwork ou un collage de dispositions législatives qui a lieu de maîtriser. Mais aujourd'hui, on se concentre donc sur celles qui découlent de l'introduction du projet de loi 64. Et de façon plus importante, on veut s'attarder au cours des prochaines minutes aux dispositions qui ont une incidence sur, la gouvernance de la protection des renseignements personnels parce que la désignation des parties responsables et des porteurs de dossiers euh, devrait avoir une incidence sur vos activités et également sur ce qui a un lien avec les renseignements personnels des employés que vous êtes susceptible de recueillir et de traiter. Cette diapositive-là vise à présenter une vue à haut niveau des différents thèmes qui sont abordés par qui sont touchés par les modifications découlant de la loi 64. On indiquait en premier lieu la notion de l'enjeu des amendes. Ce qu'il faut savoir, c'est que les principes relatifs à la protection des renseignements personnels ne sont pas nouveaux. Ils existent au Québec depuis 1993 dans le secteur privé, au Canada depuis 2000. Ce qui est nouveau, c'est qu'il y a un renforcement et un degré d'intensité aux obligations plus élevé qui découle de cette nouvelle loi. Et il y a également une reconnaissance de certains droits, donc des droits qu'on accorde aux individus qui vont au-delà du droit d'accès traditionnel
qui existent déjà. Et les manquements qui bénéficiaient d'une certaine impunité dans le passé vont désormais être susceptibles de sanctions significatives qui sont de deux ordres. Des sanctions de nature dite administrative. Je le mentionne juste pour vous souligner que alors que historiquement, ce sont des sanctions à caractère pénal qui nécessitent donc l'intervention du directeur des poursuites pénales et criminelles, là, la Commission d'accès à l'information va désormais avoir le pouvoir d'émettre des constats d'infraction dites administratives. Alors, il y a un changement de ton qui va découler et il y a également une révision des montants d'argent en cause avec des pourcentages du chiffre d'affaires qui peuvent être utilisés aux fins de déterminer le montant des amendes. Alors, pardon, j'enchaîne parce que je veux m'attarder à certains enjeux d'opérationnalisation de conformité. Le premier qui interpelle la fonction ressources humaines, c'est la nécessité de désigner, d'identifier un ou des responsables de la protection des renseignements personnels. Une organisation qui omettrait de le faire, la loi prévoit que c'est le plus haut dirigeant de l'organisation à qui incombe la responsabilité pour la mise en place d'un programme de protection des renseignements personnels qui soit conforme à la loi. Les responsabilités, les pouvoirs du responsable doivent être documentés. Alors, ça entraîne la révision des politiques existantes et l'attribution donc des responsabilités. Dans une organisation d'une certaine sophistication, on va utiliser une règle du pouce, une organisation qui emploie un des conseillers et ou une directrice ou un directeur de la fonction ressources humaines, puis peut-être même un vice-président fonction ressources humaines, va nécessairement avoir un degré de sophistication qui va requérir de désigner à la fois un responsable, mais également prévoir des délégations de pouvoir de façon à ce que la fonction PRP puisse être animée, occupée au sein des secteurs d'affaires et des unités d'affaires de façon efficace. Il faut savoir que au-delà de l'évangélisation de l'importance de la protection des renseignements personnels, il y a de l'opérationnalisation de contrôles qui vont devoir être faits et en regard de qu'est-ce qu'on recueille comme renseignement personnel, à quelle fin on le recueille, combien de temps on le conserve, quelles mesures de sécurité sont appliquées à ces renseignements personnels-là et qui nécessitent donc non seulement donc de se... On ne peut pas simplement se convaincre qu'une fois qu'on a désigné quelqu'un, on va pouvoir prendre pour acquis que la job est faite parce qu'il y a des fonctions réelles. Alors, quand on fait de la dotation et qu'on définit des rôles et responsabilités en regard de certains postes, la fonction protection des renseignements personnels, elle se traduit et elle entraîne des responsabilités et des actions effectives qui doivent être menées dans le cours des activités. Supposons qu'on illustre ça. L'autre volet de la gouvernance, c'est la révision des politiques en cause. C'est par exemple conservation, destruction des renseignements personnels. Alors, une organisation qui n'aurait jamais fait de classification de l'information et qui n'aurait pas, par exemple, un calendrier de conservation devrait prévoir une initiative à cette fin-là de façon à y arriver. Ça prend également un processus de traitement des plaintes qui doit être fait et une capacité de capter les consentements. Là, on parle plus pour des enjeux de clientèle, mais on va traiter dans un instant des employés. Une capacité de capter des consentements et d'en assurer la traçabilité pour être capable de recevoir une demande de retrait de consentement. Alors, en résumé, il y a une fonction qui doit être, dont la responsabilité doit être attribuée, qui comporte différentes responsabilités et fonctions qui devraient être, déléguées à différents intervenants. Dans un modèle qu'on qualifie hub and spoke classique, quelqu'un dans un poste de direction devrait occuper la fonction de deuxième ligne, donc l'énonciation des contrôles et des mesures à mettre en place avec des intervenants de première ligne chargés de l'application et de l'implémentation, et de l'application de ces contrôles-là. On prend un exemple important. Désormais, je dis désormais, mais c'est à compter de septembre 2023, toute application qui va comporter des fonctionnalités qui permettent d'identifier, localiser ou d'effectuer un profilage devront être
désactivées par défaut. Alors, les fonctionnalités à l'intérieur d'une application qui servent à identifier, localiser et effectuer du profilage devront être désactivées par défaut. Il va falloir informer les personnes concernées comment les activer, pardon. Et ça, dans un contexte de travail, des applicatifs qui servent à gérer l'utilisation, pas l'utilisation, là, mais la facturation du temps de travail, le déplacement, l'intervention sur des lieux spécifiques, tous des activités qui peuvent être une fin utile et légitime de profilage, vont devoir faire l'objet d'un encadrement. La loi ne pourvoit pas dans ces situations-ci au contexte du travail spécifiquement, mais il va donc falloir que les politiques en place puissent être adaptées de façon à ce que lorsque c'est lié à l'exécution d'une tâche ou d'une fonction, on puisse opérer et traquer, pardonnez-moi l'expression, les activités de façon efficace sans contrevenir à la loi. Une logique similaire s'applique eu égard au traitement d'informations à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été recueillis. Alors, toute utilisation à des fins d'analytique ou de recherche va désormais, pour essayer de dégager des trends ou des tendances, par exemple, va devoir être assujettie à à une opération de dépersonnalisation. Alors, si vous avez énormément de données que vous voulez exploiter pour optimiser certains processus d'affaires, ben, ces données-là vont devoir être dépersonnalisées avant de le faire, à défaut de quoi c'est nécessaire d'aller chercher un consentement spécifique à cette fin-là. Clin d'œil aux données biométriques, de plus en plus utilisées pour contrôler des accès, désormais assujettis à des obligations spécifiques un peu plus robustes. Ça existait déjà en vertu de la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information. C'est désormais spécifiquement prévu qu'il s'agit de renseignements personnels sensibles et qu'il y a des obligations de dénonciation à la Commission d'accès à l'information. Alors, tout processus, projet qui vise l'introduction d'une technologie qui s'appuie sur le traitement, la collecte et le traitement des données biométriques, il y a un flag à mettre pour être sûr qu'on agit conformément à l'intérieur des paramètres de la loi puis qu'on va faire les déclarations adéquates. Finalement, nécessité désormais de procéder à des analyses d'impact sur la vie privée qu'on va appeler des évaluations des incidences sur la vie privée. Également, lorsque vous recourez à des solutions infonuagiques, cloud, là, pour les fins de la gestion des ressources humaines, il y a une obligation de procéder lorsque ça implique une externalisation à l'extérieur du Québec. Alors, des fournisseurs dont les centres de données et les intervenants de soutien, par exemple, sont localisés à l'extérieur du Québec, il faut s'assurer de procéder à une évaluation des incidences sur la vie privée, obligation qui rentre en vigueur, encore une fois, en septembre 2023 ici. Pour tout ce qui est gestion des risques de tiers, par contre, même s'il n'y a pas des analyses d'impact requises en fonction de ça spécifiquement, tout projet qui implique désormais le traitement de renseignements personnels ou le déploiement d'une solution technologique qui l'implique va être assujetti également à la nécessité d'effectuer une analyse d'impact que la loi appelle au Québec une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. Alors, le fin mot, puis là, je ne traiterai pas des sanctions spécifiquement autrement que juste pour les afficher, mais le fin mot de tout ça, c'est que la mise en conformité requiert que l'organisation ait de la visibilité sur les données personnelles, les renseignements personnels qu'elle détient. Et le constat qu'on fait dans le cadre de nos services conseils, c'est qu'une quantité significative ou une proportion, devrais-je dire, significative d'organisations ont peu ou pas de visibilité sur ce qu'ils détiennent parce qu'ils ont accumulé au gré du développement des processus d'affaires et des initiatives énormément de données personnelles. Et c'est nécessaire pour mesurer l'état de la situation actuelle et donc l'écart avec la cible de conformité d'avoir une idée sur les inventaires de données détenues de façon à s'assurer que c'est aligné avec les besoins de l'organisation et les utilisations légitimes pour lesquelles l'organisation en a besoin. Et cette étape-là peut être faite par voie d'atelier, mais il y a des solutions technologiques dont Éric va vous parler dans quelques instants qui peuvent être déployées à des fins d'accélération de ces étapes-là. Ultimement, une fois ces étapes de situation actuelle établies, il y a un exercice de gestion du changement qui doit
être planifié de façon à introduire des nouvelles pratiques de conformité, puis d'assurer une vérification puis un monitoring, parce qu'à terme, on anticipe que les écarts de conformité vont donner lieu à des sanctions. Peut-être pas de façon immédiate lors de l'entrée en vigueur des différentes obligations, mais après une certaine période, le côté accompagnement va faire place à l'exemplarité. C'est assez, en fait, l'histoire européenne récente permet de constater que après de l'accompagnement, il y a le bâton a suivi. Il y a différentes méthodes là, de mapper des contrôles. Je vais juste faire un clin d'œil là-dessus de façon à s'assurer que l'organisation est en mesure de capter adéquatement ce qu'elle recueille, ce qu'elle traite, combien de temps elle le conserve, ce qu'elle doit détruire et quand le détruire, et répondre de façon efficace aux demandes des personnes concernées dont les renseignements sont traités. Dans votre optique à vous, il y a évidemment les candidats pour des postes que vous collectez en termes de recrutement et les employés retraités et personnes bénéficiaires de certains programmes d'avantages sociaux. Éric. Bonjour à tous. Mon nom est Éric Cahouet de chez Cogina. Plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. Pour ma portion de présentation, je vais vraiment tenter de demeurer simple dans mes explications pour éviter de verser dans le côté technique. C'est très facile dans ce qu'on fait de se noyer dans la technique. On va tenter vraiment de faciliter votre compréhension de qu'est-ce qu'une cartographie. Nous, c'est notre spécialité, c'est vraiment les cartographies de données. On espère que ça va vous donner aussi la possibilité d'avoir des réflexions sur quoi chercher ou qui chercher dans votre organisation, dans votre recrutement. Ce que Jean-François a mentionné plus tôt, vous voyez que ça va nécessiter des compétences assez importantes. Alors, qu'est-ce qu'en gros est une cartographie de données? C'est vraiment l'outil principal du responsable. C'est sa matière première pour travailler. Puis, c'est le point de départ de son plan. D'abord et avant tout, il faut savoir qu'est-ce qu'on a à contrôler. La cartographie permet de trouver, d'identifier, de répertorier, de consulter et de vous donner une vue à 360 degrés de tout l'inventaire de données qui s'appelle le patrimoine informationnel de votre organisation dans tous ses aspects. Chez nous, chez Coginov, on appelle ça un audit de conformité des données. Jean-François? Si on prend l'exemple d'un département de ressources humaines, ben, dans votre département, ben, vous avez assurément des outils qui vous sont dédiés comme des serveurs, des ordinateurs, un SharePoint, des voûtes documentaires qui contiennent énormément d'informations. Par expérience, ce qu'on découvre, c'est que le secteur qui vraiment a la plus haute concentration de données sensibles, c'est toujours le département des ressources humaines, suivi souvent de près par le département des finances. Jean-François? Bon, qu'est-ce qu'on doit cartographier? Bien, en fait, il faut essayer de cartographier le maximum d'éléments dans l'infrastructure numérique de l'entreprise. Aujourd'hui, les entreprises sont vraiment multisources. Ça signifie que vous avez des serveurs, vous avez des boîtes PST, des laptops, des ordinateurs, du cloud, du web. Ces informations-là sont étendues dans toute cette infrastructure-là. Donc, ce qui est nécessaire pour réussir à avoir une vue là-dessus, c'est ce qu'on appelle un agrégateur de données. C'est ce qu'on fait chez Cogina. Nous, on va agréger la donnée. Donc, on va auditer tous ces éléments-là, les ramener dans une forme qui est consommable pour vous. On va concentrer l'information. Suivante, Jean-François. Pourquoi utiliser la technologie? Jean-François mentionnait tantôt qu'il existe plusieurs méthodes pour aller chercher l'information sur la donnée, mais humainement, c'est extrêmement difficile de réussir à cartographier sans aucune technologie parce que les masses de données sont très, très considérables aujourd'hui. Quand on parle de terabytes et de dizaines de terabytes, c'est très gros. En termes de, il n'y a pas de logique au niveau du coût. De l'investissement en termes de dollars, de temps et d'humain, ce n'est pas très logique d'essayer de le faire soi-même. Puis, la durée de traitement serait très, très, très longue, ce qui pose problème parce que durant la période où vous allez tenter de faire ce traitement-là, la donnée ne cessera pas d'arriver en arrière. Donc, vous allez arriver à un moment où vous allez avoir terminé, il va falloir recommencer. Et malheureusement, il y a une marge d'erreur très élevée. Quand on parle de faire une cartographie manuelle, ça prend presque quelqu'un qui ouvre chaque document, qui lit chaque document, chaque ligne et qui va retracer l'information qui est là et il doit la colliger. Donc, c'est extrêmement laborieux. Prochaine.
Au niveau des options technologiques, bien, il en existe beaucoup. Nous, on est une réponse, mais il y a vraiment beaucoup de choix et de plus en plus dans le marché, avec la loi maintenant qui est officielle ici au Québec, il y a beaucoup de joueurs qui arrivent dans le marché. Nous, on a la chance de faire ce type d'exercice-là depuis longtemps parce qu'on est présent sur le marché européen avec une loi qui est en action depuis maintenant presque 5 ans, donc on a une expertise dans ça. Dans votre cas, il faut que vous soyez très, très bien informé sur quoi regarder. Exemple, il faut faire attention, faut être capable de faire la différence entre un échantillonnage statistique et une cartographie complète. Un échantillonnage, on prend une partie des données, on lit ce qu'il y a dedans et par des applications mathématiques, on va appliquer cette réponse-là à l'ensemble de la cartographie, à l'ensemble du patrimoine, ce que nous, on ne fait pas. Nous, on investigue 100% du patrimoine. Il faut d'abord que vous compreniez très bien vos besoins et ensuite, vous allez être en mesure d'évaluer vos options. Ça vous permet vraiment de débuter un plan de gouvernance de façon solide. Ce que la cartographie devrait vous permettre, qu'est-ce que ça devrait être en fait? Ça devrait vous demander le moins de travail possible, une cartographie. Idéalement, ça devrait vous être livré dans un outil qu'on appelle un outil d'intelligence d'affaires, pour ne pas le nommer, exemple Power BI, ClickSense. Ce sont des logiciels qui permettent de visualiser de façon graphique des ensembles de données. Parce que si on vous livre un Excel gigantesque, ça va vous demander un effort considérable pour essayer de rechercher ce que vous avez besoin de trouver dedans. Tandis qu'un outil d'intelligence d'affaires, bien, vous pouvez naviguer. Il faut que les données soient prêtes à l'utilisation. Donc, ça doit permettre de faire du forage dans vos données, qu'on appelle. La suivante, Jean-François. Je fais un petit aparté ici sur 2 types de données. Il existe 2 types de données, les données structurées et les non structurées. Ça va vouloir être trop technique. Données structurées sont très faciles. Tout le monde est capable de les trouver parce qu'elles font partie de des systèmes opérationnels existants comme des CRM, des ERP ou même des logiciels de comptabilité. Ces données-là sont inscrites dans ces systèmes-là dans des cases dédiées, des champs dédiés. Donc, c'est très facile de les retrouver. C'est ce qu'on appelle la zone verte. La zone rouge, elle traite des données non structurées. Vous avez un exemple à l'écran, c'est un courriel, chose que vous faites à tous les jours dans le cadre de votre travail et qu'on fait nous aussi. On envoie des courriels à nos collègues avec de l'information sur des dossiers d'employés, des dossiers de clients. Et les données sensibles qui transitent par ce courriel-là et par ces pièces jointes ne sont pas considérées. Nous, de notre côté, chez Cogina, c'est vraiment notre spécialité. C'est des courriels qui peuvent être très risqués et nous, on a la capacité de les lire et d'extraire les informations sensibles qui ont transité par ces communications-là. Même chose avec les textos, avec les messengers. Donc, c'est une nuance importante à regarder dans votre sélection. Pour vous permettre de comparer, je vais quand même vous montrer quelques visuels de ce qu'on fait chez Coginov. D'abord, avant tout, je me dois de vous dire que tout ce que vous allez voir, ce ne sont pas des vraies données, ce sont des données publiques ou des données fictives. Donc, il n'y a pas de données personnelles de personnes qui sont là. L'organisation des données doit toujours être faite en format d'entonnoir. On doit pouvoir voir le patrimoine complet et ensuite, on doit pouvoir descendre dans les données. La meilleure comparaison que je peux vous faire, c'est de penser dans votre esprit toujours et le garder à l'esprit Google Maps. Google Maps, vous êtes capable de voir la planète Terre, de rapprocher sur un continent, sur un pays, sur une ville, sur une rue, et on peut même aller dans certains cas dans une bâtisse. Ça, quand on est rendu au niveau de la granularité, on peut aller dans le détail avec Google Maps. Ayez un peu ça à l'esprit. C'est un peu dans cet esprit-là qu'est bâti l'audit de conformité des données. Ce que vous voyez à l'écran, étant donné qu'on est dans un PowerPoint, ce n'est pas actif, mais c'est une page d'un Power BI. Celle-là représente ici la vue sur le parc informationnel complet. Vous avez toujours un élément de référence pour vous expliquer qu'est-ce que vous regardez, parce que c'est très facile de se confondre et de tirer des mauvaises conclusions quand on regarde des données. Vous avez accès à des filtres, mais si nous étions dans un Power BI, bien, vous pourriez cliquer chacun de ces éléments-là et la filtration des données s'exécuterait par elle-même. Donc, ça raffinerait beaucoup, beaucoup la recherche. Tu peux passer à la suivante, Jean-François. Ici, c'est un autre exemple. Là, on va voir arriver ce qu'on appelle en bas des chemins de fichiers.
Donc, dans toutes les données qui vous apparaissent, vous allez toujours retrouver un chemin de fichier qui vous permet de retrouver l'élément dans votre structure, dans le dossier E de l'ordinateur de Jean-Pierre, dans son chiffrier, telle affaire. La donnée, elle est là. C'est ça ce qu'on appelle le file path. Celle-ci, elle est d'un niveau intéressant. Jean-François a abordé le sujet tantôt sur la durée de conservation des données. C'est un élément de calendrier. Ça identifie la date de la création de la donnée dans votre organisation qui va vous permettre par la suite de déterminer sa date de disposition. Normalement, c'est jumelé avec des outils de gestion de documentaire ou de gestion intelligente de l'information, comme on a ces solutions-là chez Coginov aussi. Ça vous permet d'obtenir un rapport de quel type de données doit être détruite à quel moment, parce que vous seriez étonné de voir que pour l'ensemble des données qui sont considérées comme personnelles ou sensibles, il y a des grands écarts de conservation. Prochaine, Jean-François. Celle-là, elle est très intéressante et c'est celle qui traite des doublons. Un doublon, c'est un document qui est reproduit plus d'une fois dans une organisation et souvent dans des formats différents. Donc, un document Word qui est enregistré en PDF, c'est un doublon. Et les meilleurs élèves ont généralement 20 de toute leur infrastructure qui est doublonnée. Et les moins bons élèves, on a jusqu'à 70 de tout ce qui est là qui est doublonné. Donc, en ce moment, on est en train de traiter justement un serveur de RH avec 15 millions de documents et il y a 51 de doublons. En termes de sécurité, moins il y a de doublons, mieux on se porte parce que plus il y a de répétition du document, plus c'est des portes d'entrée pour les cyberattaquants. Donc, si un document est très sensible et multiplié, c'est très risqué. L'info croisée, ça va répondre à un besoin très important de la deuxième et de la troisième année du déploiement de la loi. C'est une capacité de retrouver l'information complète sur une personne dans votre organisation à partir de son nom. Si aujourd'hui, je vous disais, je veux que vous me sortiez tout ce que vous avez sur Éric Cahouette dans votre organisation, c'est manuel et c'est extrêmement complexe et vous allez assurément en oublier. Là, on a une fonctionnalité qui nous permet de le faire. Suivante, Jean-François. Autre chose qui est très intéressante à obtenir via une cartographie, c'est un poids ou un cadre de référence du niveau de risque des éléments que vous avez à l'interne. Les documents, les fichiers, les données. Ça permet, avec un calcul mathématique connu, c'est EBIOS qu'on utilise, de donner un poids sur le risque qu'un élément représente si vous êtes piraté. Donc, dans ce cas-là, on va à un score maximum de 40 dans un cas actuel. Donc, un document qui score à 40, ça veut dire que la combinaison des informations qui sont contenues dans ce document-là le rend extrêmement sensible. Ce que ça permet, ça donne des directives à la personne responsable des données à l'interne sur les actions à prendre avec ce document-là par rapport à un document qui score à 1. Il va vouloir traiter celui qui score à 40, soit le détruire, soit l'archiver, soit l'hyper sécuriser. Alors, si tu peux me passer à la prochaine, Jean-François, ça amène aussi la capacité de faire des propositions à votre personne responsable des données, DPO, PRP, dépendamment de l'appellation qu'elle aura chez vous, cette personne-là, sur des actions à prendre qui sont suggérées. Donc, de dire, au niveau 1, on ne fait rien avec le document. On peut dire, ce dossier doit être crypté, ces éléments doivent être anonymisés jusqu'à supprimer. Ça, c'est un shortcut, comme on dit. C'est vraiment à partir de nos calculs en arrière qui permettent d'accélérer énormément le processus pour une personne responsable des données sur l'alignement que ces décisions doivent prendre sur certains documents. Au final, bien, ce que vous devriez pouvoir faire avec ça, c'est vraiment prendre le contrôle du patrimoine informationnel, visuer, gérer les données sensibles sous votre responsabilité. Soyez assurés que vous en avez bien plus que vous pensez. Les gens sont toujours surpris quand on fait une cartographie de dire, ben voyons donc. Et bien entendu, l'objectif est d'atteindre le niveau de conformité exigé par la loi. On n'a pas une loi légère. Jean-François, à ton tour. Alors, en conclusion, essentiellement, on a parlé de ce projet de loi-là à pas compter de son introduction en juin 2020. Désormais, chose faite. Ça prend une stratégie, un plan d'action pour arriver à déployer les différentes fonctionnalités puis opérationnaliser la conformité parce que là, le temps de l'interprétation des dispositions est complété, là, je pense. Là, la plupart des intervenants dans le marché
se sont positionnés sur la nature des obligations. Maintenant, il faut descendre au niveau des activités, des opérations pour être en mesure de s'assurer qu'on va parvenir à déployer à la fois les technologies, réviser les processus, sensibiliser et former les personnes. Alors, c'est quelque chose qui est multi-axe, gouvernance, processus, technologie et personnes. Alors, voilà, ça complète notre intervention. Je ne veux pas m'excuser pour le rythme, mais quand même souligner le fait là, qu'on s'est bousculé dans le contenu. L'objectif était de faire un tour d'horizon puis une introduction à cette nouvelle loi et à contribuer à votre à l'appréhender de façon à planifier la mise en conformité de vos organisations.